Je suis Louis Merlet, je suis altiste, donc a priori je suis un musicien classique. J'ai appris dans un conservatoire et après j'ai occupé une fonction d'alto solo dans l'orchestre de chambre de Toulouse. Peu à peu, je me suis ouvert à d'autres musiques assez tôt, par le jazz, par la musique électronique, par des rencontres dans des pays lointains. Donc je me suis beaucoup investi dans des échanges avec des étudiants chinois, des étudiants de Palestine. Et donc par ce biais-là, je me suis intéressé aussi à la musique orientale. Voilà. Alors ça, c'est la sonorité étrange du haru chinois. C'est un instrument qui a la peau de serpent pour résonateur, hein, dans la partie résonante. Et puis derrière, il y a une grille qui laisse passer la sonorité. Et ça se joue avec 2 cordes, c'est très très rudimentaire. Et alors moi, je suis très amateur, mais il y a des virtuoses de cet instrument qui peuvent jouer de véritables concertos impressionnants. Ça, c'est le oud, c'est le luth arabe. Donc c'est un instrument que j'ai rencontré en enregistrant une maquette de chansons avec Sappho, qui a toujours des accompagnements très de mélodies arabes et avec des instruments orientaux. Et j'essayais avec mon alto de faire des pizzicato pour imiter le oud, justement. Et puis elle m'a encouragé à vraiment prendre le vrai instrument. Et ce oud a beaucoup de points communs avec l'alto, puisque c'est un instrument qui n'a pas de fret, donc il y a une liberté de jeu sur la touche. Et puis il y a ce côté un peu grave aussi de l'instrument, avec des côtés un peu, des accents assez marqués. J'aime bien, c'est un instrument qui a beaucoup de personnalité. L'alto, on peut dire que c'est mon véritable amour. Donc c'est mon instrument principal. Je l'ai entendu quand j'étais gamin à la radio, j'ai entendu cette sonorité, ça m'a fasciné, on peut dire, au point d'avoir envie de l'apprendre. Ça m'a évoqué quelque chose de nostalgie lointaine peut-être, ou un chant intérieur. Il y a une sonorité un peu nasale presque de l'alto, et je crois que c'est ça qui m'a séduit et qui m'a donné envie de jouer de cet instrument, qui ne m'a jamais déçu. Bah oui. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est pas très familier pour moi. C'est vrai, t'as raison, ça pose. Ah oui. Et en même temps, ça donne le... Le concert de Chausson, c'est une œuvre un peu extraordinaire parce que elle est comme un concerto de chambre. Donc il y a un quatuor qui joue le rôle de l'orchestre et piano-violon qui joue le rôle des solistes avec une partie extrêmement virtuose et très lyrique. Et Ernest Chausson a été très inspiré par Wagner, bizarrement. Et il a un peu transposé cette expansion, cette expression lyrique qu'on trouve chez Wagner dans la musique de chambre. Le
Quartz Experience, c'est un ensemble de quatuors à cordes, donc traditionnellement du domaine classique, mais qu'on avait imaginé pour accompagner un groupe de rock et travailler sur Jimi Hendrix, Led Zeppelin et les Who. Et nous avons été contactés par ce quatuor vocal qui s'appelle Vox Bigueri, qui est spécialisé dans les chants a cappella des Pyrénées, de la Catalogne au Pays Basque. Et donc ils ont imaginé un spectacle dont le fil conducteur est une légende de la première neige, la découverte de la première neige. Et on a donc créé ce spectacle avec eux. C'est un spectacle qui est donné dans plusieurs villes et qui continue à être produit. Et on se régale parce que c'est l'articulation entre la musique traditionnelle la plus rurale, on peut dire, hein, c'est la campagne, la musique la vraie musique de danse des pays, avec de la musique contemporaine, de la musique électronique, il y a du beatbox, il y a de la guitare électrique dans ce spectacle. Et on s'est vraiment régalé à le monter parce que, en plus, ces 4 chanteurs sont très extraordinaires. Ok, pas grave. Et peut-être que ces 3 petites croches de lever aussi, un peu plus séparées. Pam, 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 palidi. Un peu comme du Mozart, tu vois, un peu vraiment... Cet esprit-là. C'est nos limites qui nous donnent envie de les franchir. Donc quand j'étais jeune instrumentiste dans un orchestre, il y avait des éléments qui me résistaient un peu et que j'arrivais pas à faire immédiatement. J'ai beaucoup travaillé dans ce sens pour résoudre des aspects que maintenant j'essaye de dégager pour mes élèves aussi. Parce que quelquefois ils sont confrontés à des limites de ce même type. Je vais quelquefois bousculer un peu des personnalités qui seraient un peu endormies ou molles, parce que c'est une nécessité pour jouer d'un instrument d'être et très réveillé et très mobile, agile, réactif. On ne peut pas jouer sans conviction. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Il faudrait que ce soit un petit peu plus enveloppé, les notes. Si tu peux. Je vibre plus peut-être. Un tout petit peu plus. Ça donne de la rondeur au son, c'est mieux ça. Notre métier, c'est quand même d'exercer le plus de contrôle possible sur notre instrument avec le moins de stress possible. C'est-à-dire qu'il y ait une circulation harmonieuse entre l'effort et le résultat. Ouais, peut-être tu peux le faire un tout petit... Un tout petit peu plus long que celle de la... Ça te gêne ou c'est possible? Ça donne un peu d'élasticité. Ça évite que ce soit trop mécanique aussi, finalement. Super, hein? Très bien. Oui, ça marche. Mais c'était vraiment réussi, hein? Ça donne un truc très chouette. J'ai d'abord enseigné dans un département comme l'Aveyron, qui était un département très rural, et j'ai découvert que les talents des enfants qui font de la musique n'ont rien à voir avec leur origine sociale. Et j'ai trouvé ça passionnant de voir des enfants d'agriculteurs plus doués que des fils d'avocats, par exemple. Et donc je me suis beaucoup posé de questions à ce moment-là, et j'ai vu qu'il y a un élément qui est moteur dans un apprentissage, c'est l'idéal qu'on place devant. Et c'est quelquefois des enfants très modestes, mais s'ils ont une haute idée de la musique, eh ben, ils vont aller vers ce but qu'ils se sont donnés et ils vont avoir beaucoup d'énergie à mettre dans ce projet. Sur une invitation
on m'a demandé d'intervenir ou d'aller recruter des étudiants à l'étranger pour venir étudier en Europe la musique classique. Et en particulier, ça s'est fait avec des étudiants chinois. Ça m'est arrivé aussi donc d'aller collaborer avec les étudiants palestiniens. En Palestine, où le système musical est très oral, il n'y a presque aucune directive écrite et où on ne lit pas les notes ou très difficilement. Lamar et Mira, ça fait partie des étudiantes qu'on a entendues auditionner en Palestine, qui avaient envie de venir étudier en France, et dont on a pensé qu'elles avaient suffisamment de qualité pour tenir le choc. Et dans ce projet de la Palestine, un volet qui était important, c'était de ne pas avoir que des garçons. Shark Garb, ça veut dire Est-Ouest. Hein? Donc leur musique, c'est un peu la technique occidentale au service des harmonies orientales. Parce que moi, je vous ai connu à 18 ou 19 ans. Nous, on s'est rencontrés à Ramallah. Tu jouais pour le conservatoire de Ramallah. Et puis, Lamar, elle m'a joué un morceau de Bach à Bethléem, dans l'auditorium, pour venir en France. Oui. Et dans le projet, il y avait de favoriser le fait de venir des femmes aussi en Europe étudier. C'était pas facile pour votre famille, peut-être. Pour nous, quand je dis je vais étudier la musique au conservatoire, ils m'ont dit mais pourquoi tu veux pas faire une autre carrière à côté? C'est juste c'est pour le fun. Pour le fun, oui, voilà. C'est pas vraiment un métier. Je leur ai dit non, mais c'est un vrai métier. Moi, je connais des gens qui font des tournées, qui jouent partout dans le monde. Moi, j'aimerais bien faire ça. Juste 5 jours avant la rentrée, j'ai eu l'information que j'étais acceptée. Et ça a changé ma vie, honnêtement.